Et c'est l'heure de l'entretien. Je reçois aujourd'hui la députée LFI, Alma Dufour. Bonjour. Bonjour. Et c'est tout de suite. Alma Dufour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer cet entretien par la sortie de François Bayrou. Il a dit un non à la retraite à 62 ans. Ce n'est pas possible au vu du contexte international. Ça monte au créneau à gauche. On parle de trahison. On peut comprendre ce mot. Bayrou avait promis qu'il en discuterait avant toute chose. Là, on a l'impression que ces négociations, finalement, ne servent à rien. Oui, mais nous, on le savait déjà depuis longtemps. C'est ce qui m'agace profondément. La France Insoumise n'a cessé d'alerter sur ce jeu de dupes, en fait, n'a cessé d'alerter sur la fausse promesse de discussion qui était déjà très mal engagée, puisque espérer que le MEDEF allait se mettre d'accord avec la CGT sur un âge légal de départ à la retraite, c'était déjà très naïf ou très cynique de la part notamment du Parti Socialiste, qui est celui qui a le plus poussé pour faire semblant de croire à ces négociations. Donc voilà, sans surprise, ils prennent le premier prétexte. Là, aujourd'hui, il s'agit évidemment de la guerre en Ukraine pour en fait ne pas toucher à la réforme. Alors, Bercy a contredit François Bayrou, Éric Lombard l'a dit hier, je le cite, la position du gouvernement elle a été exprimée par le Premier ministre, ma position, je le redis, et je sais que c'est partagé par le Premier ministre, c'est aux partenaires sociaux de décider, c'est juste de la communication, tout ça? Oui, c'est juste de la communication parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi on pourrait déposer une motion de censure 49.2, donc une motion de censure sans qu'il y ait un 49.3 préalable, et effectivement, vu qu'il s'agit des retraites et le Parti Socialiste et le Rassemblement National pour avoir davantage la pression pour voter face aux mensonges, encore une fois, mais qui est orchestré par Emmanuel Macron. Bayrou, c'est juste un instrument, c'est-à-dire Emmanuel Macron a l'habitude quand même de mentir aux Françaises et aux Français à chaque fois qu'il y a une crise. Je vous rappellerai juste la Convention citoyenne pour le climat quand même, c'était un chef-d'œuvre de manipulation, c'est-à-dire il tire au sort 150 personnes, il les fait travailler pendant un an pour sortir de la crise écologique et sociale et finalement il s'assoit sur toutes leurs propositions. Donc on a l'habitude et on regrette encore une fois que certains aient fait semblant de croire à ces magouilles qui sont vraiment des mensonges. Donc aujourd'hui la trahison c'est le PS qui se sent trahi, c'est pas LFI? Ah non, nous on le savait déjà et c'est pour ça qu'on a fait que déposer et voter des motions de censure parce que si les gens veulent l'abrogation de la réforme des retraites, si les gens veulent que leur salaire augmente, si les gens veulent qu'on sorte de la crise économique et des 300 000 emplois là qui sont en train d'être supprimés, il faut que ce gouvernement parte. Et vous dites quoi aujourd'hui aux membres du PS? Il faut censurer ou pas? Bah bien sûr, je pense qu'ils se sont... Honnêtement, ils ont déçu énormément de gens, ils ont rompu le programme qu'on avait tous signé en juillet, ils dégoûtent un peu plus les électeurs qui avaient trouvé dans le nouveau Front Populaire un espoir en fait, de renouveau, à la fois contre Macron, mais aussi de vraies alternatives à la montée de l'extrême droite, parce qu'on nous vend la montée de l'extrême droite comme quelque chose d'inéluctable. Vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est vrai que ça fait très peur, et donc du coup, il faut absolument... qu'ils se ressaisissent et qu'ils incarnent la gauche qui sont censés, enfin qui pensent incarner, mais qui sont de plus en plus loin d'incarner. Ce sont encore aujourd'hui vos partenaires, les membres du PS? Honnêtement, c'est difficile. Là, tout dépend effectivement du vote d'une motion de censure, mais ils ont quand même laissé passer le budget le plus austéritaire de la Ve République, et chaque jour qui passe, on voit les effets de ce budget. Moi, dans mon département, c'est littéralement 99 classes qui vont fermer parce qu'on coupe 200 millions dans le budget de l'éducation nationale. On avait alerté sur le fait que ça aurait des conséquences. Là aussi, ils ont marché dans la combine du gouvernement qui disait « mais non, on ne va pas supprimer les 4000 postes, etc. » Et sur tous les sujets, c'est pareil. On se retrouve avec un budget qui est catastrophique et qui emmène notre pays dans le mur. Alors, il y a la réunion en ce moment de certains syndicats pour décider si oui ou non ils maintiennent leur retrait à ce conclave. On connaît la position de LFI qui avait refusé il y a quelque temps de participer aux négociations avec François Bayrou. La politique de la chaise vide, finalement, est-ce que selon vous, c'est ce qui va payer? La politique de la chaise vide, en fait, si c'était une vraie négociation sincère, on pourrait se poser la question. Nous, notre rôle, c'est de dire la vérité aux gens. Parce qu'on est quand même dans un contexte où tout le monde se permet de mentir, de revenir ses décisions 10 jours après. Ça participe à la confusion, au désespoir et au dégoût dont je parlais d'une partie des citoyens. Je reprendrai la phrase de Hannah Arendt que je trouve très intéressante qui dit « Quand on ment tout le temps à un peuple, le résultat que vous obtenez, c'est pas que ce peuple croit ce que vous dites, mais qu'il ne croit plus en rien. » Donc nous, notre rôle, ça a toujours été d'alerter sur ce qui se passe vraiment derrière les coulisses. Et donc, je pense que c'est plus efficace de dire la vérité, qu'il n'y a jamais eu d'intention de négocier et qu'il faut changer de gouvernement plutôt que de faire semblant de croire à des mensonges et de manipuler les gens d'une certaine manière.
Alors là, en ce moment, actuellement, c'est quoi la prochaine étape? Parce que vous avez déjà alerté, François Bayrou vous ment, là on l'a bien vu, il a dit non à l'âge de départ à 62 ans. Quelle est aujourd'hui pour LFI la prochaine étape? Une motion de censure jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Et nous, on continue d'en appeler à la démission du président de la République, qui est celui qui aujourd'hui bloque la démocratie dans notre pays. Il a été élu en 2022 en barrage face à l'extrême droite. Il fait la place à l'extrême droite dans son gouvernement, avec notamment M. Retailleau, ministre de l'Intérieur. Je dis ça parce que vraiment, vous fermez les yeux, vous écoutez des phrases de M. Retailleau, vous n'arrivez pas à savoir si c'est Jean-Marie Le Pen ou M. Retailleau qui les a prononcées. On en est là. Donc pour moi, M. Retailleau est d'extrême droite. Je ne suis pas la seule à le penser, vraiment. Et donc ce barrage-là ne tient plus, Emmanuel Macron emmène notre pays dans le mur et c'est lui qui violente les institutions, c'est lui qui violente le suffrage universel, il doit partir. Alors la position du gouvernement est assez claire, il faut financer les retraites en travaillant plus. Pour LFI, il faut abaisser l'âge de la retraite et pour le financer, vous évoquez notamment, et c'est quelque chose qui vous prend à cœur, l'égalité salariale femmes-hommes ou encore la réduction du nombre de chômeurs. Tout à fait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on payait les femmes au même niveau que les hommes dans la société, il n'y aurait plus de problème de trous dans la caisse des retraites puisqu'il y aurait plus de cotisations. De la même manière, aujourd'hui, il faut le rappeler parce que les médias en parlent très peu, les médias, je veux dire les chaînes d'information en continu, le chômage n'a jamais autant augmenté, sauf période Covid, que cette année. On a 300 000 emplois qui vont disparaître. Donc, ils demandent de travailler plus aux gens alors que le secteur de l'emploi est profondément abîmé et qu'on a un record historique de faillites, 67 000 faillites. Et ça, c'est le sujet majeur dont on devrait tous s'occuper. Et pourquoi? Parce qu'on a laissé l'inflation grignoter les marges des TPE, des PME. Aujourd'hui, plus personne s'en sort. Nous, par exemple, sur les petits commerces, on a déposé une proposition de loi d'urgence parce que c'est l'hécatombe. Et c'est ça, en fait, qu'il faut régler en premier lieu. Il faut régler la crise économique dans laquelle on patauge et après, peut-être parler de la répartition du travail et il y aurait de l'argent pour les retraites. Alors, l'égalité des droits hommes-femmes, est-ce que, selon vous, il y a eu un petit peu une évolution quand même depuis quelques années? Les chiffres montrent qu'il y a quand même une légère évolution. À travail égal, l'écart salarial, poste égal, l'écart salarial se resserre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il reste un écart salarial, mais il se resserre. Par contre, il faut prendre la dimension du patriarcat et de la discrimination des femmes dans sa globalité. C'est-à-dire que justement, les femmes occupent souvent assez peu un travail égal à celui des hommes. Et notamment, tout au long de la carrière, les femmes auront moins de promotion, monteront moins dans les échelons et occupent aussi des métiers davantage précaires, davantage féminisés. Je vous donnerai juste un chiffre, il y a plus de femmes au SMIC que d'hommes au SMIC, par exemple, dans la société française. Et donc tout ça crée tout au long de la vie des inégalités qui se retrouvent évidemment dans les retraites. Et puisqu'on parle des retraites, disons-le encore, aujourd'hui ce sont les femmes qui sont les plus pénalisées par la réforme. Alors, Bayrou affirme finalement que c'est l'effort de guerre qui empêche le départ à la retraite à 62 ans. Là, on a juste un nouvel argument finalement, parce qu'il y a quelques temps, ce n'était pas celui-là. Non, bien sûr, c'est pour ça que, encore une fois, il faut voir que c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que faire des économies sur la réforme des retraites ne va pas nous aider là tout de suite à sauver l'Ukraine. Il faut arrêter avec ça. D'ailleurs, là, aujourd'hui, le déficit de la caisse des retraites pour 2025, il est quand même assez modéré. 6 milliards d'euros. Je vous donne un équivalent, 6 milliards d'euros, c'est le montant du crédit impôt recherche, par exemple, c'est-à-dire des baisses d'impôts qu'on autorise notamment très grands groupes pour soi-disant faire des investissements de recherche, mais Sanofi, par exemple, le touche et supprime des emplois. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc c'est un prétexte. Encore une fois, on a vu avec la réforme que le nombre de décotes a explosé. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire le nombre de gens qui partent avec une retraite pas complète parce qu'en fait, ils sont déjà au chômage au moment de l'âge légal de départ à la retraite, a doublé. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas assez d'emplois pour continuer à faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, même 65 ans, ce qu'ils ont l'air d'envisager. Donc, c'est un prétexte. Aujourd'hui, on n'a pas du tout besoin de faire cette réforme pour financer l'armée en France. Il y a déjà une loi de programmation militaire qui a été votée il y a 2 ans, qui a quand même augmenté les budgets de façon assez conséquente. On n'est pas année zéro en termes de budget militaire en France. Et tout ça, c'est de la manipulation. Donc la guerre, en tout cas, le gouvernement Bayrou veut le lier aux retraites. Cette guerre, on veut vous faire dire, je vous ai écouté il y a quelques jours, que la Russie est un adversaire de la France. Votre position est plutôt celle-là, je vais vous citer. On ne peut pas se faire embarquer dans un coup de force qu'on essaye de nous vendre. C'est quoi le coup de force qu'on essaie de vendre aux Français aujourd'hui? C'est de régler des problèmes internes, justement, que ce soit la réforme des retraites, le maintien d'Emmanuel Macron au pouvoir, en prenant un prétexte, celui de la situation internationale.
Le coup de force, c'est d'aggraver la peur, et de faire peur aux Françaises et aux Français en leur laissant entendre que la Russie est une menace militaire directe pour la France. Alors, on ne dit pas que ce n'est pas une menace pour l'Europe, que ce n'est pas une entité extrêmement agressive, évidemment, avec l'ensemble du bloc européen et pas qu'avec l'Ukraine. La question, c'est, on parle militairement. Militairement, la Russie ne va pas attaquer la France demain. Et ça, il faut le rappeler, parce qu'on est en train de prendre des mesures et des annonces, mais absolument irresponsables, et qualifier à la télé, par exemple, d'adversaire un pays qui est une puissance nucléaire. C'est vraiment pas la bonne marche à suivre quand on devrait tous se mettre autour de la table pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu qui préserve les intérêts de l'Ukraine, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui puisque Trump essaye de les faire lâcher sur un compromis qui est absolument inacceptable sur le Donbass. D'ailleurs, ce cessez-le-feu donc négocié par Trump, entériné par Kiev, Moscou ne connaît pas encore la véritable position. Poutine devrait s'entretenir avec Donald Trump aujourd'hui par téléphone. Est-ce que vous croyez vraiment à ce cessez-le-feu ? Écoutez, je pense que malheureusement, on n'a pas... il faut y croire. Il faut y croire parce qu'il faut quand même rappeler que chaque semaine, c'est 2000 personnes qui meurent sur le front ukrainien. Donc en fait, plus on se gargarise de mots, on fait les chefs militaires, plus on s'éloigne de la réalité sanglante sur le terrain, c'est que les gens meurent. Donc comme pour Gaza, on est une force de paix, on veut un cessez-le-feu. Il faut y croire, mais il faut mettre toutes nos capacités diplomatiques pour l'obtenir. Et le problème, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'Union européenne, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas se substituer aux États-Unis, même si elle le voulait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Nous n'avons pas la capacité industrielle de produire le matériel militaire que les États-Unis envoyaient à l'Ukraine. Nous n'avons pas la capacité de remplacer les renseignements américains. Nous n'avons pas de satellite Starlink, par exemple, puisque Elon Musk menace de couper le réseau au front ukrainien. Tout ça, ce sont une industrie techno-militaire américaine que l'Union européenne ne peut pas remplacer en claquant des doigts. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'est des postures. Le président est irresponsable quand il fait le va-t-en-guerre, quand il traite la Russie d'adversaire, etc., alors que matériellement, nous sommes dans une situation très compliquée et sans le soutien matériel des États-Unis, l'Ukraine va avoir du mal, effectivement, à faire reculer la Russie au Donbass. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pas, malheureusement, du défaitisme. C'est évidemment pas un soutien à Vladimir Poutine. Je rappelle que la France Insoumise soutient son opposition de gauche très fortement en Russie. Nous avons même permis l'extradition de 3 opposants russes de premier plan en France. Donc c'est pas mais c'est une question de réalisme. Et parce que c'est des sujets très sérieux qui impliquent la mort des gens, il faut dire les choses sérieusement, posément et avec vérité aux Français. Alors vous parliez justement des capacités militaires, juste avant des capacités diplomatiques. Et justement, comment vous voyez ça, le cessez-le-feu négocié par Trump en Arabie Saoudite avec Zelensky, sans la France et sans l'Union européenne ? C'est le fruit de la naïveté ou de la corruption, je ne sais plus à ce stade, de nos élites. Enfin, je veux dire... Nous, ça fait 20 ans qu'on répète qu'il ne faut pas être aligné. Non aligné, ça ne veut pas dire être des soutiens de Poutine, mais ça ne veut pas dire se mettre dans la roue des États-Unis en permanence et leur confier la gestion de tous nos intérêts stratégiques. Nous sommes aujourd'hui excessivement dépendants technologiquement, militairement des États-Unis et c'est un vrai problème. Là, si on se précipite dans ce que la Commission européenne a décidé et ce que le gouvernement français avalise, on va acheter 40 milliards d'euros par an de matériel militaire acquis aux États-Unis, ceux qui sont en train de tordre le bras à Zelensky pour qu'il accepte donc de céder le Donbass et en plus de céder des minerais et l'exploitation des minerais à la Russie, mais aussi aux Américains. C'est un pillage qui est en train de se passer et ce sont les gens à qui on veut acheter du matériel militaire pour défendre les mêmes. Enfin, vous voyez que ça ne tient plus. Et je regrette qu'on ait été tellement seul à prêcher dans le vide pendant des années et qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est très compliquée et qui ne semble pas réveiller nos élites, ni même économiques, puisque je vais quand même profiter de cette matinale pour dénoncer un fait. Le patron de BFM TV, M. Saadé, qui se rend aux États-Unis la semaine dernière pour signer un contrat de plus de 20 milliards de dollars, ça c'est déjà une chose, mais en plus, il l'annonce dans le bureau ovale, debout, humilié par Trump qui est assis comme ça, comme un roi dans son fauteuil, et devant une carte où le golfe du Mexique est rebaptisé golfe d'Amérique. Tout ça est très 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 parlant et très symbolique. Nous avons des élites qui n'ont aucun patriotisme envers la France et qui continueront pour du business à alimenter notre dépendance auprès d'un pays qui est devenu d'extrême droite, je l'espère temporairement. On va parler de Donald Trump maintenant. Est-ce que ça vous fait peur, enfin à quel point ça vous fait peur ce qui se passe actuellement aux États-Unis ? Ça me fait peur. Ça me fait très peur.
Je regarde un peu ce qui se passe et ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre le rythme, mais on parle de 13 000 sites web supprimés, de mots qui sont interdits d'être utilisés dans l'administration. J'ai vu même le mot justice sociale, par exemple, ou égalité, enfin on en est là, et des analystes américains qui parlent effectivement d'une dictature en marche. C'est-à-dire que contrairement à la première élection de Donald Trump, qui déjà, effectivement, il a eu du mal à lâcher le pouvoir, on se souvient de la prise du Capitole, bon, je mets des guillemets parce que c'était quand même plus un opéra qu'un vrai coup d'État, mais là, effectivement, il est tout à fait possible qu'il ne lâche pas le pouvoir dans 4 ans au moment des nouvelles élections. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que la première ou la deuxième, comme on le voit, puissance mondiale, phare du monde libre, est potentiellement en train de basculer dans la dictature. C'est un changement d'ère internationale et géopolitique comme on n'en a pas connu, franchement, depuis au moins 40 ans. Alors finalement, Emmanuel Macron ne l'a pas vu venir non plus. Pour lui, les États-Unis ont toujours été un allié de la France. Puis d'un coup, Donald Trump, qui tout seul décide de suspendre temporairement l'aide à Kiev, il s'est rendu compte qu'avec les États-Unis de Donald Trump, rien n'était prévisible finalement. Oui, mais là encore une fois, c'est le truc, c'est que Donald Trump, sur les questions internationales, n'est pas en complète rupture avec les États-Unis et leur politique en général. Et ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que nous, on était non alignés, y compris quand c'était Biden. Ouais. Je vous donnerai un exemple. Bon, déjà, sur ce qui se passe à Gaza, les États-Unis n'ont cessé de piétiner le droit international. Alors, ils ne le faisaient pas aussi franchement que Donald Trump, mais ça revenait au même. C'est-à-dire, ils ne respectaient pas les injonctions de la Cour pénale internationale. Ils armaient Israël pour commettre un génocide. Voilà, mais par exemple Biden, ce qu'on a très peu dit, c'est que depuis 2022, les États-Unis ne respectent pas les sanctions sur l'énergie russe qu'ils ont eux-mêmes édictées et qu'ils ont eux-mêmes essayé d'imposer à l'international. Les États-Unis ont toujours fait marcher leurs intérêts internes dans la géopolitique et ils savaient très bien qu'on leur achetait du matériel militaire, etc. Donc ça, il ne faut pas être naïf. Les États-Unis ont toujours eu un comportement prédateur à l'égard du reste du monde. Et par contre, avec Trump, ça a passé une autre phase et maintenant, ils ont un comportement prédateur, y compris avec des pays occidentaux, ce qu'ils n'avaient pas aussi franchement auparavant. Mais je rappellerai aussi, par exemple, qu'ils avaient mis Angela Merkel sur écoute et que ça n'avait pas du tout fait scandale. Enfin voilà, ça, c'est les États-Unis. Et c'est ce qui fait que même le général de Gaulle, il y a bien longtemps, disait « il ne faut pas confier nos intérêts stratégiques aux États-Unis, qui sont des partenaires, mais qui sont une puissance propre, qui ont leur choix démocratique propre et qui peuvent tout à fait effectivement nous lâcher au bord de la route. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors Gaza, justement, on est obligé d'en parler. Une nuit affreuse, une nuit d'horreur, des bombardements massifs de l'armée israélienne, au moins 220 morts, dont des femmes, des enfants. Et la Maison-Blanche de Trump était d'ailleurs au courant, apparemment. Ils ont un peu donné leur aval à Benjamin Netanyahou pour ces frappes massives. Pardon. Non, mais c'est juste que c'est un sujet évidemment, qui touche beaucoup de gens, qui me touche beaucoup. Je suis désespérée. Je suis désespérée parce que on n'y croyait pas vraiment à ce cessez-le-feu, mais effectivement, on voit qu'il n'y a rien qui peut les arrêter, sauf le courage de nos dirigeants politiques, mais ce n'est pas de Macron qu'il faut attendre une solution. Je rappelle encore une fois que l'Union européenne, que si les États-Unis ont décidé de se mettre en soutien total d'un génocide, l'Union européenne reste le premier partenaire économique et commercial d'Israël. On a tout à fait un pouvoir de pression économique d'ampleur sur ce qui se passe. Et au moment où, à raison, on défend l'Ukraine au nom de valeurs, en fait, on voit que ces valeurs sont complètement à géométrie variable. On voit qu'en fait, on n'en a rien à faire qu'il y ait des enfants qui meurent. On n'en a rien à faire qu'on bombarde des gens qui sont privés d'eau, privés de nourriture depuis maintenant plus d'1 an. Et honnêtement, c'est en train d'abîmer même le sens moral de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que plus personne fait semblant. Plus personne fait semblant qu'il y a un droit international. Plus personne fait semblant qu'il y a un minimum d'humanisme à respecter. Et ça finira mal. Ça finira mal parce que tout ça, ça va laisser des traces. Je pense que c'est notre Vietnam de notre génération. Cette injustice-là. Et le fait que ce soit filmé. Évidemment, il y a eu d'autres massacres et il y en a encore au Congo, par exemple, il y a d'autres massacres au Soudan, il y a d'autres massacres. Mais ce qui fait aussi la spécificité de Gaza, c'est qu'on voit les images tous les jours et c'est pour ça que les gens n'oublient pas. Donc je peux juste dire qu'on va continuer à mettre la pression. On a constitué un groupe qui est très intéressant, qui s'appelle le groupe de La Haye, qui est porté par Progressive International, où il y a l'Afrique du Sud, la Colombie, différents États, et qui s'engagent à respecter de façon ferme et le mandat d'arrêt contre Netanyahou et les sanctions sur les armes. Et on appelle évidemment
l'Espagne, la Belgique, la Norvège, tous ces pays qui ont su garder la tête haute, l'Irlande, à le rejoindre. La France, on aimerait évidemment, mais on n'y croit pas du tout. Mais on continuera, et jusqu'à ce qu'on ait le pouvoir, d'œuvrer. Donc pour vous, la France a une marge de manœuvre pour ce génocide économique à Gaza, mais manque de volonté politique. Mais évidemment, elle a une marge de manœuvre économique, et puis elle est au Conseil de sécurité de l'ONU. On est membre permanent, donc la France a un pouvoir dans les relations internationales dont elle s'est dessaisie complètement. La preuve, c'est vrai qu'on n'est pas invité pour négocier du tout le cessez-le-feu aujourd'hui. Mais la France s'abaisse avec cette politique internationale hiératique et le fait que Macron en fait, utilise des enjeux internationaux comme des pions dans sa guerre interne pour essayer de s'accrocher au pouvoir. Alors, un autre sujet, Bruno Retailleau a décidé de mener une bataille bataille diplomatique contre l'Algérie, ça fait plusieurs jours maintenant. Hier soir, il décidait de suspendre l'accord qui permet aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de venir en France sans visa. Ce bras de fer avec Alger, jusqu'où peut-il aller? Et en fait, ce qu'on veut savoir finalement, qui a le plus à perdre, Alger ou Paris? Honnêtement, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt la France qui a le plus à perdre. Parce que, encore une fois, on ne tire absolument aucune leçon du contexte qui a complètement changé. Je vous donnerai juste un exemple qui est très pragmatique mais qui est réel, la question du gaz par exemple. On ne dit pas assez que si Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie il y a 2 ans, a fait des pieds et des mains, c'était pour obtenir donc du gaz au moment de la crise, mais qu'en fait il s'était engagé auprès de l'Algérie à acheter du gaz et il avait renié sa promesse. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont fermé la porte en 2022. Mais aujourd'hui, la puissance à laquelle on achète notre gaz, c'est les États-Unis. Le gaz, on va atteindre un pic de production du gaz non conventionnel et du pétrole non conventionnel bientôt. Les prix du gaz vont repartir en flèche. L'Algérie, par exemple, est une puissance qui produit du gaz. C'est aujourd'hui, par exemple, vraiment pas du tout dans l'intérêt de la France de se couper de couper tous ses liens avec un pays avec lequel on aurait pu tisser des partenariats de ce type-là. C'est qu'un exemple parmi d'autres. On a évidemment les Franco-Algériens sont la plus grande communauté binationale en France. C'est l'histoire de notre pays. Donc aussi, par rapport à des enjeux internes, c'est absolument inacceptable. L'Algérie fait beaucoup plus partie de la France que l'Ukraine fait partie de la France. On va être clair. Donc on a tout à perdre, je pense. Et honnêtement, je pense que l'Algérie, dans cet équilibre géopolitique nouveau, a finalement peut-être moins à perdre que la France. Et c'est de toute façon une affaire à suivre. On va toujours parler de la France avec un autre scandale. C'est Betterham, bien évidemment. L'inspection a commencé hier, ça va durer 4 jours. Et Elisabeth Borne a annoncé des mesures pour contrôler les établissements privés catholiques. Est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard? La réponse est dans la question. Betterham n'a jamais été contrôlé. Alors que les plaintes pour de graves faits pédocriminels et des violences durent depuis 40 ans. Effectivement, ils essayent de se rattraper aux branches, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Au-delà de l'affaire Betterham, il y a 2 choses qui sont posées. C'est effectivement l'affaire qu'on continue de voir qu'il y a de l'impunité sur la pédocriminalité, y compris dans le milieu scolaire, et ça c'est quelque chose d'absolument terrible. Mais il y a aussi la question effectivement du 2 poids 2 mesures et du contrôle de l'État sur les établissements privés, à la fois de l'argent qu'on y met, puisque Betterham a touché des subventions mais colossales. Je crois plus de 200 000 € en 2 ans quand Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Enfin, c'est délirant. Donc, il y avait aussi le lycée Stanislas. Bon, c'est beaucoup moins grave ce qui s'est passé, mais on a fait état de violence, etc. Et Valérie Pécresse a décidé de soutenir, d'augmenter sa subvention, etc. Donc ça, on est enfin dans une affaire qui permet de parler de ces choses-là, mais ça ne lavera pas ce qui s'est passé, la responsabilité de tous les acteurs qui ont silencié cette affaire, et évidemment, en premier lieu, celle du Premier ministre. Et nous menons une commission d'enquête qui n'est pas une commission pénale, mais qui permettra d'établir les responsabilités politiques. Et encore une fois, si des députés, des parlementaires ne sont pas capables de censurer un Premier ministre qui a couvert, je dis bien qui a couvert, le plus grand scandale de pédocriminalité de France, que vaut la parole du politique à ce stade? Que vaut la parole du politique? Elle ne vaut plus rien. Alors justement, comment François Bayrou arrive à se positionner, à se maintenir en place? Je rappelle, Michel Barnier a été censuré. Il nous manque par rapport à... Voilà, donc son budget était, selon la gauche, moins pire que celui mené par Bayrou. Pourquoi est-il encore là? Mais c'est ce qui prouve le cynisme, en fait. Ce qui prouve qu'en fait, ce n'est pas des vrais arguments de fond.
C'est ce qui prouve en fait que concernant le Parti socialiste, c'est juste qu'ils n'ont pas envie que les élections présidentielles arrivent trop tôt. C'est tout. Ils sont prêts à laisser galérer, je vais employer des mots un peu crus, mais oui, ils sont prêts à galérer les Français encore 2 ans face aux faillites, face au chômage, face à l'inflation, parce qu'ils ne se sentent pas prêts pour assumer une campagne présidentielle anticipée. Parce qu'évidemment, si on censure tous les gouvernements que Macron nomme, sauf s'il décide de nommer la gauche, ce qu'il ne fera pas, puisque ça fait bien 8 mois qu'il aurait pu le faire et qu'il ne l'a toujours pas fait, la question de son départ va finir par se poser. Donc c'est ça qu'ils essayent d'éviter, mais du coup, tous leurs arguments de fond ne tiennent pas, puisqu'effectivement, le budget Barnier était meilleur que le budget Bayrou, puisque Barnier n'avait pas toutes ces casseroles terribles que Bayrou. Et puis par ailleurs, la question de la stabilité me fait mourir de rire. C'est-à-dire que depuis décembre et janvier, pendant 2 mois, et les socialistes et les grands médias ont répété qu'il fallait de la stabilité au pays justement pour sortir de la crise économique. Est-ce que vous entendez ce mot prononcé là maintenant depuis 2 semaines? Pas du tout. On est prêt à rentrer en guerre, à dépenser en 3 jours 40 milliards de plus dans notre budget militaire. La stabilité n'existe plus. Donc là aussi, c'était des arguments fallacieux pour des questions en fait de politique interne. Et c'est pour ça que Bayrou peut tenir encore longtemps, mais nous ne lâcherons pas parce que les gens sont scandalisés par ce qui se passe et ce qui s'est passé à Betaram. Et si pour l'instant il arrive à se maintenir en place, c'est parce qu'effectivement on ne parle pas que de ça toute la journée, d'où le fait qu'on ait déclenché cette commission d'enquête. Alors vous dites que LFI ne lâchera pas. Est-ce que LFI peut ne pas lâcher sans le soutien des socialistes? Ah ben non, on ne lâchera pas. Après, je veux dire, les socialistes, ils font ce qu'ils veulent. J'en respecte un certain nombre d'entre eux, mais moi, je ne fais pas de la politique pour les socialistes. Moi, je suis là pour les gens que je représente dans ma circonscription. Je suis là pour les ouvriers qui ont peur de perdre leur boulot face aux plans sociaux. Je suis là pour les ouvriers. Comment faire tomber Bayrou si vous le censurez, si les socialistes ne vous suivent pas? C'est à eux de nous suivre, en fait. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités auprès des professeurs et des parents d'élèves des classes qui ferment, auprès des soignants, parce que pas un lit d'hôpital ne sera ouvert avec ce budget, puisqu'on perd encore 4 milliards dans l'hôpital, qu'ils aillent dans les usines qui sont en train de fermer, qu'ils aillent chez moi, chez Renault, en fait, où on leur dit que finalement, les moteurs qui devaient être fabriqués en France seront fabriqués en Chine, qu'ils assument, qu'ils aillent voir les petits commerçants qui font faillite. C'est pas à moi de les convaincre, ils devraient vraiment se ressaisir parce que le pays n'a jamais été aussi mal depuis très longtemps. Si encore Macron avait un bilan économique qui se tenait, c'est pas le cas. Notre déficit est dans le décor, on a un record historique de faillite et l'inflation a fait augmenter le nombre de pauvres de façon sans précédent depuis 20 ans. Tout en ayant produit un nombre de riches et de milliardaires absolument record. Donc à un moment donné, c'est à eux de se poser la question pourquoi ils font de la politique, pas à nous. Alors Alma Dufour, vous êtes députée LFI. LFI est beaucoup interrogée en ce moment sur l'affiche de Cyril Hanouna, dont le graphisme peut rappeler celui utilisé pour les affiches antisémites des années 30. Ça ne nous aura pas échappé, bien évidemment. Vous avez écouté certainement Jean-Luc Mélenchon, qui s'est fâché quand un journaliste l'a interrogé là-dessus. Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr que je le comprends. On n'en peut plus en fait de ces polémiques qui sont montées de toutes pièces, qui durent des jours et des jours, alors que comme je vous ai dit, la situation de notre pays est gravissime. Ces affiches, on peut contester effectivement le fait qu'on aurait peut-être dû se rendre compte que visuellement le fond noir, etc. n'était pas approprié, mais ces affiches déjà ne concernaient pas du tout que Cyril Hanouna, elles concernaient Monsieur Pro, qui n'est pas de confession juive, elles concernaient tout un nombre de personnalités. Donc en fait, quand on dézoome, on voit bien qu'il n'y avait pas une intention de cibler Cyril Hanouna pour sa confession juive. D'ailleurs, je trouve ça très particulier parce que je pense vraiment que dans l'esprit de ceux qui ont fait les visuels, encore une fois, qui concernaient plein de gens, la question du fait que M. Hanouna soit de confession juive ne leur est même pas apparu à l'esprit. Du coup, ils n'ont même pas vu en fait le rapprochement qui pouvait être fait. Et c'est essentialisé, encore une fois, M. Hanouna, comme si, en fait, si on avait des choses à lui reprocher, c'était du fait de sa confession. Enfin, je trouve que finalement, en termes inversés, c'est mettre la question de la confession religieuse de quelqu'un au premier plan du débat, alors qu'en fait, ce qu'on a à reprocher à M. Hanouna, c'est qu'il officie pour le compte de M. Bolloré, un milliardaire d'extrême droite, et il contribue au fait qu'à la diffusion des idéologies d'extrême droite depuis maintenant une dizaine d'années en France. Il contribue à ce qu'on appelle la fascisation de notre société. Il contribue au score faramineux que fait le Rassemblement national aux élections, et c'est ça qu'on lui reproche. C'était une erreur.
enfin, si ça provoque ce genre de polémique, c'est sûr qu'on aurait peut-être dû, enfin, j'en sais rien, enfin, peut-être que c'était malvenu, mais par contre, je me défends du fait qu'on mérite cette polémique-là, puisque, encore une fois, on voit à quel point c'est instrumentalisé. Je rappellerai juste un fait qui montre, encore une fois, que ces polémiques, elles sont surtout là pour abattre la seule force politique qui tient bon face à l'agenda de Macron et face à l'agenda des milliardaires en France. Quand l'UNI, un syndicat étudiant, a fait un jeu de cartes, mais vraiment ouvertement antisémite, où les étudiants se déguisaient en figure juive avec vraiment des caractéristiques très très marquées de l'antisémitisme d'extrême droite, ça n'a pas fait la une des chaînes d'infos. Pourquoi ça n'a pas fait la une des chaînes d'infos? Pourquoi il y a énormément d'attaques antisémites d'extrême droite qui ne font pas du tout la une. Pourquoi, par exemple, quand on trouve des députés RN dans un groupe Facebook, et là c'est sur des questions de racisme, dans un groupe Facebook où on traite les Noirs d'animaux et on dit qu'ils devraient tous mourir en France, pourquoi ça ne fait pas la une? Ça, c'est des termes clairs. Ce n'est pas des espèces de suppositions, de dog whistling auprès de notre communauté. On sait qu'en fait, on a fait ça et donc on a mis une affiche pour essayer d'attiser inconsciemment des réflexes. Enfin, je veux dire, vous voyez de quoi on parle. On a des faits graves de racisme, d'antisémitisme qui se commettent tous les jours par l'extrême droite. On n'en parle pas, mais nous, on va nous chercher des poux, alors qu'en fait, il n'y a rien à dire. Merci. La France insoumise n'est pas antisémite. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire, mais je le dirai autant de fois que ce sera nécessaire. Et d'ailleurs, vous serez à la marche contre le racisme oui. et le fascisme. Ce sera le 22 mars à travers toute la France et d'ailleurs dans d'autres départements. Merci Alma Dufour. Merci d'avoir été notre invitée pour cette contre-matinale. Je répète que vous êtes députée LFI de la Seine-Maritime. Merci. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette contre-matinale du média. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur notre site internet ou en commentaire sur YouTube. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le JDL, le journal des luttes. À tout à l'heure sur le média.